Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré de la part de l'Alliance française de Pristina de m'avoir engagé dans la qualité d'expert dans les environnements numériques pour orienter les participants dans la matière. Alors, je remercie infiniment les organisateurs de cet événement. Cet événement qui aura lieu à l'Alliance française de Pristina, comme vous le savez, tentera de présenter un prototype d'application qui réponde à la thématique. Que je sache, le sujet concerne l'enseignement du français langue étrangère grâce aux applications développées. Dans le rôle de l'enseignant, mais également du formateur en e-learning, j'ai préparé une vidéo pour vous afin que vous ayez une idée, c'est-à-dire des réflexions sur une large gamme avant de se considérer développeur, car enseigner une langue étrangère, c'est aussi passer nos frontières neuronales et entrer dans la langue de l'autre. On va pas trop entrer dans la théorie, bien que ça m'appartient tant dans la didactique des langues étrangères que dans les environnements numériques, mais nous essayons de vous exploiter les pistes principales, car sans passer dans ce que nous voulons vous dire, difficilement une application ou bien un website aura atteint, je suppose, son degré de qualité. Pour commencer, je suis très heureux de pouvoir également bénéficier de mon expertise et mon expérience dans le domaine de l'enseignement du français et des ressources numériques d'apprentissage. Nous avons prévu de vous montrer premièrement les outils pour la FOAD, ensuite les principaux acteurs de la FOAD. Le troisième point, c'est la médiatisation. Pour continuer avec une analyse d'une ressource pédagogique et terminer enfin avec le modèle ADI qui est très connu et très important dans l'ingénierie pédagogique. Bien sûr, il y aura en fait à votre disposition aussi quelques ressources pédagogiques. Je suis vraiment désolé si vous entendez du bruit car ici près de moi il y a des travaux et on ne peut ni rien faire. Voilà, on va commencer par les outils pour la FOAD. Ce sont des plateformes de formation en ligne, c'est-à-dire des outils en ligne centralisés qui constituent un ensemble intégré d'outils permettant à l'apprenant de réaliser des activités pédagogiques et de suivre des cours en ligne. Au-delà du contenu pédagogique, les plateformes offrent à l'apprenant la possibilité de produire, s'organiser et planifier, déposer et gérer ses travaux, communiquer et enfin s'évaluer. Les plateformes, comme vous savez, se caractérisent par la mise à distance de la relation entre l'apprenant et le formateur, la mise à distance de l'apprenant du cours et des ressources, et enfin la mise en relation de différents lieux de formation. Les éléments également proposent trois types de fonctionnalités. Des fonctionnalités de gestion d'administration, c'est-à-dire gestion de cours, des parcours, des apprenants, des tuteurs, des enseignants, etc. Des fonctionnalités pédagogiques, c'est la création et la gestion des contenus pédagogiques, la gestion de la communication entre apprenants et tuteurs, et enfin des fonctionnalités techniques, c'est la personnalisation de l'environnement numérique, l'accessibilité aux outils de communication, de collaboration, de partage et enfin de planification. Je vous ai mis ici enfin quelques exemples de plateformes comme l'une des plus connues, c'est la plateforme Moodle qui est utilisée par la plupart des universités étrangères pour amener ces apprenants, ces étudiants dans leur processus d'enseignement-apprentissage. Des outils synchrones et asynchrones, ce qu'on appelle dans l'ingénierie pédagogique, ce sont très importants car elles permettent à communiquer, à échanger, partager et collaborer entre apprenants, entre tuteurs, etc. Donc, comme outil synchrone, nous avons mis le chat, audio, vidéoconférence, tableau blanc, téléphonie sur Internet. Tandis que outils asynchrones, ce sont le forum, la messagerie électronique, le blog, portfolio. Tous les outils synchrones, ce sont des outils qui permettent à communiquer, à partager, à échanger, à collaborer en direct, qui est au contraire dans les outils asynchrones. Les outils les plus utilisés sont la messagerie électronique, les mails, donc c'est un espace de communication entre les membres de groupe
apprenant-tuteur. Ce système permet l'envoi et la réception des mails avec ou sans fichier attaché. Il peut être interne à la plateforme et n'oblige pas dans ce cas l'apprenant à disposer d'un mail personnel. Tandis que les forums pouvant être publics ou réservés à un groupe plus restreint, il permet aux apprenants et aux tuteurs de poster des messages à l'ensemble des membres d'un groupe de formation, de répondre aux messages déjà postés et engagés ou poursuivre une discussion sur une thématique donnée. Les discussions sur un forum se font toujours en différé. Et enfin, le chat, c'est une messagerie instantanée qui permet à l'ensemble des membres d'un groupe de discuter en temps réel. Nous venons de le dire. Donc, le chat est très utilisé pour des séances de regroupement à distance et des activités pédagogiques collectives. Nous passons au type des médias. Il existe plusieurs types de médias qui permettent qui sont utilisables dans un cours en ligne comme texte, son, images et vidéos. Après, il peut y avoir des images, des animations, des audios, des vidéos, des textes. Par exemple, comme texte, document PDF, une ressource authentique. Comme son, par exemple, extrait audio, musique, émission radio. Images, illustrations, diagrammes, photographie. Enfin, vidéo, diaporama, animation, film. Voilà. Donc, la variété des médias, ce que vous voyez, permet de rendre la ressource plus attrayante et renforce l'efficacité pédagogique, mais il faut veiller à leur cohérence et à leur pertinence. Donc, chaque élément présent doit avoir du sens pour l'apprenant et servir l'objectif pédagogique. Chaque type de média, comme image, animation, audio, vidéo, quand on prend en compte, il faut prendre en compte aussi les intérêts pédagogiques et les contraintes techniques. Par exemple, si on prend une audio, comme intérêt pédagogique en tant que développeur ou bien en tant qu'enseignant, c'est d'améliorer la compréhension et l'explication d'un texte complexe. Mais quelle serait la contrainte technique? C'est la qualité du son, par exemple, niveau faible ou haché, ou bien la bonne qualité indispensable. Et si on prend un type de média, une vidéo, c'est-à-dire un extrait de film, on veut que notre intérêt pédagogique, c'est de rendre un cours plus vivant pour nos apprenants et montrer des situations réelles, des gestes et des témoignages. Tandis que comme contrainte technique, nous pouvons imaginer la nécessité de matériel spécifique, c'est-à-dire le caméra, quelle sorte de logiciel de montage et de découpage, quelle serait la qualité des vidéos, quelle résolution et cadence, la connexion à haut débit, utiliser un format de streaming, etc. Ou bien un autre exemple, par exemple, l'image. Si on prend une image, cette image, comme intérêt pédagogique, c'est d'illustrer, de montrer, expliquer, illustrer un texte, tandis que comme contrainte technique, par exemple, c'est la taille des images. Il faut ajuster la taille en pixels, le nombre de points en largeur et en hauteur du rectangle contenant l'image, ou bien le format de l'image, 3 formats utilisables, JPEG, GIF, PNG, etc. Voilà, ce sont en fait des types de médias qui permettent de créer notre application. On va passer aux éditeurs d'activités et je vous ai mis juste quelques exemples d'outils de création de contenu et d'édition d'activités comme Scenari, Adobe Captivate. Je vous invite à aller voir ces logiciels, mais on en parlera un peu plus tard sur ces logiciels. Maintenant, on va passer aux 4 principaux acteurs de la FOAD qui sont l'apprenant. Il faut vraiment faire attention car l'apprenant, c'est l'acteur central de la formation. Pourquoi on développe une application, une plateforme? C'est vraiment faire des formations et offrir aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs et atteindre leurs compétences dans la matière. Donc, l'apprenant, c'est l'acteur central. Après, il y a les enseignants qui sont des experts de contenu. Ils peuvent être des concepteurs de ressources multimédia. Le tuteur, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui accompagne l'apprenant. Il peut être le tuteur aussi enseignant. Il peut jouer le rôle de l'enseignant aussi. L'administrateur, c'est celui qui garantit la fiabilité de la plateforme.
Bien qu'il y en a d'autres acteurs qui interviennent au sein d'un projet de formation ouverte à distance, mais on ne va pas tout citer ici, mais juste je vais très vite citer quelques-uns, comme le chef de projet e-learning, par exemple responsable de formation de modules, il peut avoir un ingénieur de formation, un scénariste pédagogique, un infographiste ergonome, un responsable technique, un développeur informatique, audiovisuel, multimédia, un administrateur technique et tout ça. Donc ce sont des garants de l'adaptation réelle du module ou de la formation aux besoins et aux contraintes de son organisation. Voilà, nous passons maintenant à l'apprenant en ligne. Pourquoi l'apprenant en ligne? C'est celui qui est déjà dit que c'est l'acteur principal, donc il consulte son cours, il réalise ses activités, il dépose ses travaux, il communique avec son enseignant et ses pairs, ses amis, et enfin il s'évalue, est-ce qu'il a atteint son objectif. Petit à petit, nous allons vers les types d'activités. Il faut vraiment faire toujours des questions. Quelles activités est-ce qu'on peut imaginer de notre application? Donc, on peut imaginer des activités de consultation, c'est-à-dire d'étudier un document, en prendre connaissance, du texte, de la vidéo, une animation, une webographie, etc. Aussi, on peut imaginer des activités autocorrigées, comme un QCM, appariement ou association, texte à trous, placement de zones sur une image, calcul. Des activités en groupe, imaginons des questionnaires par exemple, des types d'activités, c'est-à-dire d'argumenter dans un forum, de composer un document à plusieurs dans un wiki, de construire un glossaire effectif, des corrections, de croiser, et enfin des activités corrigées par le formateur, c'est-à-dire d'études de cas, synthèse de documents, problèmes à résoudre, recherche d'informations. Voilà, là il s'agit de la médiatisation. Nous allons voir un aperçu des outils de médiatisation. Donc la médiatisation, c'est une notion qui est utilisée en fait dans l'ingénierie pédagogique, qui est l'étape de la production et concrète et de la fabrication technique du contenu de la formation à l'aide de différents outils qui permettront de créer le cours et l'afficher sur les écrans des apprenants. Médiatiser un contenu, c'est donc effectuer toutes les opérations nécessaires afin qu'il puisse, à partir du storyboard, c'est un terme qui est pris par le cinéma, donc de prendre la forme finale dans laquelle il sera utilisé par les apprenants. Le storyboard peut être en papier, en croquis, etc. Il contient toutes les indications données par le concepteur dans le détail écran par écran, et c'est l'outil de départ de la médiatisation. Donc la médiatisation est réalisée à l'aide des logiciels d'édition en ligne, sachant qu'ils n'offrent pas toutes les mêmes possibilités, et celle-ci délimite également le cadre de travail des médiatiseurs. À partir du storyboard, certaines parties seront réalisées directement dans l'outil de médiatisation retenu. D'autres sont constituées par des médias existants ou créés par d'autres moyens, des images par exemple, que l'outil de médiatisation permettra d'insérer à leur place. Au sein du même projet, on commencera généralement par choisir une gamme d'outils, puis on utilisera l'un ou l'autre en fonction des objectifs et du contenu de chaque cours. Donc il existe des logiciels permettant de composer des exercices, des jeux questionnaires ou des textes formatifs. L'utilisation ne demande aucune connaissance en programmation. Il est possible d'insérer des images, des textes, des sons et des séquences vidéo dans tous les types de questions et de personnaliser de nombreux paramètres. Il s'agit d'environnements complets de création de cours interactifs intégrant de multiples médias. Libre ou payant, la palette des outils de médiatisation est vaste. Voici quelques exemples.
Easy Learning, c'est un logiciel libre qui permet de créer des cours, de les structurer en séquences, sujets, sections, selon le niveau de profondeur choisi et d'intégrer toutes sortes de médias et d'activités. Textes accompagnés d'illustrations, exercices autocorrigés, galeries d'images. Les possibilités sont nombreuses et extensibles. Scénarii, c'est aussi un logiciel libre et gratuit de conception et de rédaction d'un contenu pédagogique de type académique, riche en textes structurés, accompagné de ressources multimédia et d'exercices. NetQuiz Pro, c'est aussi un autre logiciel qui permet de construire des exercices ou de tests et offre la possibilité de composer plusieurs types différents de questions, associations, choix multiples, développement, dictée, mise en ordre, réponses multiples, réponses brèves, textes lacunaires, vrai ou faux, zones à identifier, dans lesquelles on peut insérer des images, des textes et des sons ou des séquences vidéo. Donc on peut personnaliser chacune des questions grâce à de nombreux paramètres, nombre et types de choix de réponses, présentation aléatoire ou non, présence d'indices, pondération particulière, etc. Les questionnaires peuvent également être personnalisés en modifiant son habillage ou en adaptant les messages selon les besoins. Une des caractéristiques intéressantes de ce logiciel, c'est qu'il propose de conserver l'ensemble des questions que vous créez dans une base de données. Donc cette fonction permet notamment d'associer une même question à différents questionnaires. Hot Potatoes, c'est un autre logiciel ancien très utilisé dans le monde de l'éducation, mais malheureusement sa licence n'est pas libre, mais il est utilisable gratuitement sous certaines conditions dans le cadre d'un projet éducatif. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces outils de création de contenu et d'édition d'activités et voir qu'est-ce que ça peut donner pour vous. Vous allez voir et vous pouvez voir des exemples concrets des séries d'activités développées avec les outils que nous venons de voir. Voici par exemple, si on travaille avec Scénarii, vous avez un diapo juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, on va passer maintenant à une analyse d'une ressource pédagogique. Quand on parle d'une ressource pédagogique, il faut vraiment prendre en compte trois grands aspects. Le logiciel, les aspects pédagogiques en fonction du support et enfin l'analyse didactique. Donc vous observez un logiciel, c'est-à-dire quand vous observez un logiciel ou un site internet, ce n'est pas un livre, mais c'est un web. Donc les points à regarder sont l'ergonomie, l'utilisabilité, la présentation des informations, le graphisme, les couleurs, les images fixes ou animées, les vidéos, le son, l'interactivité, le mode de circulation, la facilité de manipulation et de repérage, la fiabilité technique, les métaphores proposées à l'utilisateur. Par exemple, quelle position propose-t-on à l'apprenant dans son échange avec le logiciel? Est-ce que cet apprenant face à un logiciel joue le rôle d'un enseignant ou bien un visiteur d'un espace à découvrir? Le deuxième aspect, c'est l'aspect pédagogique. Donc là, il s'agit d'une ressource pédagogique sur un support spécifique, un logiciel de formation, un site pédagogique. Donc ce n'est pas une vidéo pédagogique, par exemple. Il faut se poser vraiment des questions. Quel est le scénario choisi? Est-il adapté au support et à sa spécificité? Quelles sont les activités proposées à l'apprenant? Quel est le rôle qui lui est donné? Donc il faut vraiment faire tout. Il faut poser toutes ces questions. Les choix sont-ils adaptés au public cible? Quelles sont les aides fournies, les réactions aux messages et aux sollicitations de l'apprenant? Est-ce qu'il faut une intervention d'un formateur avant, pendant ou après l'usage de la ressource? Voilà. Là, on arrive à une analyse didactique. C'est le troisième aspect qui doit être prendre en compte. Donc, vous regardez un produit pédagogique. Donc là, il y a une nécessité d'une analyse didactique.
il faut voir les références, les modèles théoriques, méthodologiques, implicites ou explicites. Donc, il faut se poser les questions, comment analyser ces références, ces choix, est-ce qu'elles sont adéquatement mises en œuvre, est-ce qu'il y a un décalage entre les intentions affichées et ce que l'on peut observer. Voilà. Nous arrivons petit à petit au modèle très connu qui est le modèle ADI. Donc là, il faut vraiment faire attention car ce modèle nous aide à se poser énormément de questions car il est utilisé pour guider la création de supports de formation à distance. Donc, l'analyse consiste à réaliser un diagnostic de la situation, analyser les besoins et définir les spécifications de la formation. Quand on dit analyser les besoins, il faut se poser des questions. Par exemple, quels sont les objectifs généraux, les contenus pédagogiques, les modalités pédagogiques, quel est le public cible et quelles sont ses caractéristiques, quel est le niveau, les compétences, quelles seront les situations pédagogiques. Voilà, quand on parle d'une analyse de l'existence des moyens, il faut vraiment faire attention à ce que nous possédons, quels sont les moyens disponibles pour le projet, qui sont les acteurs impliqués, les compétences disponibles, les ressources matérielles, les logiciels utilisables, les contraintes à respecter, recenser les matériels existants, par exemple le plan de cours, le texte, les photos, les vidéos, les diapos, dans quel environnement matériel sera réalisée la formation. Est-ce qu'on utilise une plateforme d'e-learning? Si oui, laquelle? Comment se connecteront les apprenants, les utilisateurs? Quel matériel sera à leur disposition? Quel est le budget disponible? De quel délai dispose-t-on? Est-ce qu'il existe des normes à respecter? Si oui, lesquelles? Donc, il faut se poser vraiment toutes ces questions. Et la deuxième phase, c'est la phase de design qui consiste à concevoir les détails du dispositif sur le fond comme sur la forme, détailler les objectifs pédagogiques, les contenus, définir les modalités d'évaluation, les exercices, les médias utilisés, le séquencement, voilà. Donc, pour rester dans le monde de la mise en scène, on parle de scénarisation, c'est-à-dire du scénario pédagogique. Cette phase peut être composée en 3 parties. Donc, la conception pédagogique, la conception graphique et ergonomique et la conception détaillée. Quand il s'agit de la conception pédagogique, il concerne de détailler les objectifs et sous-objectifs pédagogiques, de structurer les contenus, les découper en modules ou en grains et définir les stratégies pédagogiques. Quand on parle de la conception graphique et ergonomique, il faut vraiment définir les modes de navigation dans le cours, de concevoir des modèles de pages, une gamme de couleurs, des polices de caractères, des icônes, des éléments de navigation, des styles, des images, etc. Donc cette étape est très importante et doit être soigneusement validée à partir du moment où les développeurs, dans ce cas vous allez commencer la réalisation des ressources. Et enfin, la conception détaillée, il concerne de définir les activités des apprenants pour chaque objectif pédagogique. Donc, de définir aussi les outils et supports de ces activités. En grosso modo, les ressources pédagogiques. Donc, de rédiger les storyboards de ces ressources, c'est-à-dire leur description précise sur un document qui permettra aux techniciens multimédia d'en assurer le développement. La troisième phase, c'est la phase de développement, ce qu'on appelle de médiatisation. On peut distinguer 3 aspects: la création des médias élémentaires, l'intégration des médias pour produire les ressources finalisées, et enfin les tests et la validation. La création des médias, il s'agit de numériser des textes, des images, de créer des graphiques et des animations, d'enregistrer des commentaires audio et des vidéos. Donc, vous, en tant que développeur, vous allez utiliser différents logiciels selon le type de ressources à médiatiser, c'est-à-dire des logiciels de traitement d'images, de montage, de vidéos, d'animation, etc. L'intégration des médias pour produire les ressources finalisées inclut la programmation des éléments d'interactivité. Donc, elle se fait généralement sous la forme de pages web ou en utilisant un logiciel auteur. Et enfin, les tests et la validation. Donc, il s'agit de vérifier le bon fonctionnement, c'est-à-dire votre application. Est-ce que votre application fonctionne bien ou pas? On
on arrive petit à petit à la phase suivante qui est l'implantation et consiste à préparer la diffusion des cours médiatisés. L'implantation consiste à déposer des ressources sur la plateforme et on parle alors d'intégration. Donc c'est la dernière étape avant de conduire l'action de formation. D'autre part, de former les acteurs à l'utilisation de nouveaux outils, de réaliser des guides, des prises en main, des aides en ligne, etc. Et enfin, c'est l'évaluation. Là, il ne s'agit pas du tout de l'évaluation des apprenants, mais de l'évaluation du dispositif pédagogique, c'est-à-dire de votre dispositif, de votre application. Là, celles-ci interviennent en fait tout au long de la phase de développement et consistent à analyser les ressources produites en répondant à des questions du type, par exemple, cela répond-il aux objectifs définis? Et le travail réalisé est-il de qualité? Où peut-on faire mieux et comment? Donc, il faut faire toutes ces questions. On évalue, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on évalue? On évalue, c'est-à-dire les ressources, leur bon fonctionnement, leur accessibilité, on évalue leur efficacité pédagogique, on peut utiliser des indicateurs comme le taux de participation, la satisfaction des apprenants, les niveaux de réussite, etc. Là, enfin, je vous ai mis quelques ressources pédagogiques en ligne et je vous invite à les regarder. Je vous mettrai aussi dans le papier, dans le Word, afin que vous ayez accès directement dans un seul clic. Donc, il n'y aura aucun problème. Les portails les plus connus dans le monde de l'enseignement du français et langue étrangère, c'est le Point du FLE, le franc-parler, FLE.fr, FLE.net, Cytographie, FLE, etc. Les incontournables, donc, ce sont vraiment très connus. Il y a des experts qui ont travaillé dans ces plateformes, dans ces ressources. Donc, il faut vraiment aller voir et regarder ce qu'il y a là-dedans, qui est très connu à apprendre avec TV5 Monde, enseigner avec TV5 Monde, TV5 Citéo du Monde. TV5 parle en français, c'est facile, RFI, la chanson francophone pour le feu, l'auberge. Voilà. Vous pouvez aller aussi, je vous ai mis quelques liens sur le Web 2.0. Il faut s'inscrire dans ces logiciels et voir ce qu'il y a dedans. Ce sont très connus aussi, comme Babel ou bien dessus. Vous allez voir et vous pouvez avoir des idées pour créer votre prototype d'application aussi. Moi, je viens de terminer cette vidéo pour vous. J'espère que vous avez retenu des choses. Et je vous dis à tout de suite en live. Vous pouvez me poser toutes vos questions. J'essaierai en fait de vous répondre le mieux possible à toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite.